Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans le webinaire Conduite de la transformation, les 5 clés pour renforcer la résilience des collaborateurs. Alors avant qu'on aille un peu plus loin, est-ce que vous pouvez dans le chat m'indiquer si vous m'entendez bien, si tout est OK, avant que je ne continue? Donc est-ce que vous pouvez dans la conversation me dire: «Oui, oui, on vous entend» et cetera? Grand classique. Super, voilà, bonjour, bonjour, c'est OK, excellent, excellent. Donc, c'est le deuxième webinaire des Ecos Concept. Je suis Jérôme Boquet, j'ai créé l'entreprise il y a longtemps et j'ai voulu partager avec vous cet après-midi des éléments qui sont ressortis lors de nos interventions, nos accompagnements et donc on va pendant 1 heure échanger, partager sur le changement, la résilience, la transformation et donc ce que l'on va faire, c'est que je vais présenter des éléments et à certains moments, je vais vous proposer de réagir, de répondre, hein, de façon à ce que ça soit, le plus possible interactif. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur LinkedIn et me suivre, Jérôme Boquet, je publie régulièrement, des vidéos, des articles sur différents sujets. Le webinaire va se dérouler en quelques grandes étapes. Je vais présenter en quelques mots qui était Ecos Concept, puis ensuite les transformations, de quoi parle-t-on. Vous partagez quelques constats de nos participants, parce que c'est important de partir du terrain, voir les effets des transformations, et que les effets peuvent être positifs comme négatifs. Ensuite, on va voir ce qui renforce la résilience. Et par rapport à ça, vous verrez les 5 points clés, qui d'ailleurs sont au nombre de 6. Hein, on verra les 6 points clés. Et puis, on aura une phase de questions-réponses, mais tout au long du webinaire, par moment, je répondrai à des questions sur des éléments, et cetera. Et puis, à la fin, je vous présenterai le prochain thème qui aura lieu au mois de septembre. Donc, tout au long du webinaire, posez des questions, mettez-les dans le chat. Nicolas, qui travaille avec moi, est présent et puis les mettra de côté, me sollicitera de façon à ce qu'on y réponde. Hein. L'objectif, c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous disiez: j'ai bien fait de venir, j'ai appris des choses, ça va me servir. Alors, je veux aussi bien partager des éléments pour les collaborateurs, moi en tant que collaborateur, et tout le monde dans l'organisation est collaborateur ou collaboratrice, et puis aussi des éléments quand on est manager, responsable formation, qu'on s'occupe du changement ou des projets. Alors, en quelques mots, Ecos Concept, on existe depuis maintenant une trentaine d'années et on intervient sur comment renforcer la capacité des personnes et on intervient sur 2 niveaux. En bas, vous avez les éléments que l'on mobilise. Hein, ça fait une trentaine d'années qu'on est sur la gamification, la formation, depuis quelques années le digital learning, en travaillant avec des partenaires. Et puis au-dessus, on a développé au fil de ces 30 dernières années une expertise sur différents sujets, y compris le changement et les projets. Et si on regarde, voilà les grands sujets sur lesquels nos clients nous sollicitent. Alors, réussir ses priorités dans un monde qui bouge, c'était le webinaire précédent. Réussir les projets et transformations, on va en parler aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, dans les prochains webinaires, je partagerai des éléments sur manager, sur la formation, etc. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On va parler de transformation, qui est un mot qui est maintenant extrêmement à la mode et à juste titre. Hein, on est rentré dans un monde qu'on appelle VUCA ou VUCA si on fait en américain. Le monde est volatile. Hein. Hier, j'étais leader, aujourd'hui, c'est pas sûr. Incertain, on a beaucoup de mal à se projeter sur le futur, là où on va aller. Ça bouge tellement. Complexe, chaque élément a des interactions. Et ambigu, c'est compliqué de lire ce qui se passe en ce moment. Et ça amène beaucoup de changements, de transformations et des accélérations dans les projets ou dans les changements, des arrêts brutaux et quelque chose qu'on voyait moins avant, des changements dans le changement. On a aussi l'intelligence artificielle, ChatGPT, le numérique, enfin beaucoup de choses qui viennent percuter les habitudes qu'on pouvait avoir. Et finalement, on est passé ces dernières années du fait qu'on gérait un changement, hein, on gérait un changement et puis on attendait suffisamment pour qu'il y ait une stabilité et puis on repartait sur un autre changement, au fait que maintenant, le changement est permanent. Et donc, on doit aider les personnes à évoluer d'une pratique de je gère un changement à la fois à finalement le changement est permanent, donc quelque part, ce qui serait un changement, c'est que ça ne change pas. D'ailleurs, j'intervenais pour une entreprise qui changeait beaucoup, et à un moment donné, ils m'ont dit: «Vous avez raison, pendant 3 mois, il n'y a pas eu de changement». On s'est dit: «C'est grave». Alors, pour que ça soit clair entre nous, je vais vous partager un élément important, c'est quand on parle de changement, il y a différents degrés. Parce qu'après, ça va me permettre d'aborder ces points-là.
Le premier niveau qu'on va avoir, ça s'appelle des évolutions, des améliorations, une mise à jour. La situation initiale est la A et je vais à A'. C'est-à-dire qu'on garde beaucoup d'éléments existants et il y a une partie qui évolue. D'accord? Et on a régulièrement des évolutions, des améliorations, des mises à jour et on en vit beaucoup sans forcément s'en rendre compte. C'est-à-dire que c'est un peu plus de la même chose. Et puis, vous avez après un deuxième niveau, on est sur ce qu'on appelle une transition. C'est-à-dire, on passe d'un état A à un état AB, c'est-à-dire qu'il y aura des choses qui vont rester du A, mais il y a des choses nouvelles qui vont arriver. C'est-à-dire que les changements vont être plus importants. Et ce qu'on appelle réellement la transformation ou la rupture, c'est qu'on part d'un état A à un état B. Alors, il restera des choses de A, mais peu. Voire même, on sait qu'on quitte la situation actuelle, mais on ne sait pas forcément où on va aller, et ça va bouger en avançant. Et donc, dans la même organisation, une transformation importante peut avoir des effets énormes sur une population, c'est une vraie transformation pour elle, et pour d'autres populations, ça va être une transition, voire pour d'autres, une évolution. Si je suis spécialisé en digital, le fait que mon entreprise rentre dans le digital, bah pour moi, ce n'est pas une transformation. Je vais devoir accompagner des personnes pour qui ça sera une transformation, une transition ou une évolution. Le deuxième point, donc déjà en termes de changement, on peut analyser le changement et se dire, voilà, il y a une transformation, mais en quoi ça change pour les personnes et quel est l'écart? Donc ça, on peut dire que c'est l'écart rationnel. Mais ce qui va être très important, c'est aussi l'écart humain. C'est-à-dire, on peut avoir un changement qui, de mon point de vue, à moi, me paraît être une évolution, alors que pour d'autres personnes, c'est une transformation. Voire pour moi, c'est une transformation, ça change tout. Et mon voisin, quand on a déjà vécu plusieurs comme ça et qu'il les a bien vécu, va les vivre comme une évolution. Donc, ça va être important effectivement de se dire, dans les transformations, il y aura deux aspects, les projets, ceux qui changent, mais aussi les personnes dans le changement. Et c'est ce qu'on va voir durant ce webinaire. C'est-à-dire comment renforcer la capacité des personnes à mieux vivre le changement par rapport aux projets qui sont prévus. Et donc, ce que je vous propose dans un premier temps, mais c'est pour avoir un retour des personnes présentes, si je devais vous demander, alors globalement, c'est une moyenne actuellement dans votre organisation, ou pour vous, c'est quel degré? Alors, vous mettez dans le chat 1, 2 ou 3. Vous pouvez mettre 2,1, 2,2. Et puis, en quelques mots, c'est quoi la principale transformation ou le principal changement que vous avez en ce moment? Allez-y. Dites-nous les degrés de changement que vous avez. Vous êtes plutôt sur le 1, plutôt sur le 2, plutôt sur le 3. Vous pouvez faire des moyennes. Et puis, sur quel sujet? Qu'on voit un petit peu qui est présent à ce webinaire. Et je regarde vos réponses. Donc 3, 1 et 2 plus 3. Oui, oui, alors là c'est d'accord. 3, 3, 2, 1, A vers AB, 1. Et sachant que dans le même changement, il peut y avoir du 1, du 2, du 3, etc. Réorganisation des activités en les structurant dans des services. Et il y a le réel, enfin, ce que l'on perçoit du changement, comme changement technique, mais il y a aussi comment les personnes vont le vivre. J'ai accompagné récemment une équipe qui, pendant des années, avait travaillé, avait peu bougé. Un changement qui était perçu par l'organisation comme étant une évolution était perçu comme les équipes par une transformation. Et donc, ils avaient des réactions beaucoup plus élevées qu'une évolution. Et en les accompagnant, ça s'est beaucoup mieux passé. Excellent. Changement de pratique, restructuration. Voilà. Donc voilà, je vais parler des transformations, mais je vais revenir sur un élément important, c'est que c'est important de travailler transformation, mais ce n'est pas le plus important. Si on regarde le retour d'expérience, ce n'est pas le plus important. Voilà, donc je regarderai ça après, et par rapport aux éléments que vous avez notés, je publierai après une synthèse des éléments. Excellent. Alors, ce qui est intéressant, il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de choses qui paraissent, et c'est très très bien. On a tendance chez Ecos à partir des centaines, voire des milliers d'apprenants que l'on a. Vous voyez, en mars de 2020, on a créé en urgence des formations, on en avait déjà avant, management hybride, manager en contexte à distance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a eu à peu près 3 à 4 000 participants, et ça a permis d'avoir des retours sur, bien sûr, le management hybride, mais encore plus sur les points importants si vous voulez accompagner ces changements. Et si on regarde ce que nous disent nos apprenants, c'est que dans beaucoup de transformations, l'accent est mis sur le projet, ce qui va changer, et trop peu sur la transition des acteurs dans le changement.
C'est-à-dire qu'on va lancer un outil collaboratif, on va présenter l'outil collaboratif, mais on va assez peu ou trop peu travailler sur comment amener des personnes à travailler en mode collaboratif. Et après tout, ça serait quoi pour elles de travailler en mode collaboratif? Le deuxième enseignement, c'est que on est, nous humains, des machines à vivre des changements. On vit tous de nombreux changements. On s'est installé, on a quitté nos parents, on a trouvé des emplois, etc. Enfin, il y a plein de choses, mais ce n'est pas pour autant qu'on va automatiquement renforcer sa capacité à les réussir et donc à mieux les vivre. Autrement dit, on vit des expériences, mais ce n'est pas pour autant qu'on en tire des enseignements positifs ou négatifs. Le troisième point qui va être important, c'est que, et ça c'est un point, on va dire que c'est très culturel en France, quand un changement est réussi, on en parle peu. Ça paraît normal. Hein, on n'est pas très bon en France pour faire des feedbacks positifs. Après tout, c'est normal que ça se passe bien. À l'inverse, quand un changement est raté, bah, soit souvent on fait rien, soit alors on se rappelle uniquement ça n'a pas fonctionné. Et on ne retravaille pas forcément quels enseignements on en retire, ce qu'on pourrait faire et comment. Donc, quelquefois, on rencontre des personnes qui ont un historique important de changement réussi, mais ils n'ont pas forcément l'impression qu'ils en sont capables. Et je vais revenir là-dessus ensuite. Le quatrième point, alors qui est le point qui à mon avis, est le plus important, c'est que oui, quand une transformation est mise en place, des moyens sont là, c'est important, mais ce qui donne le sentiment aux acteurs qu'ils sont capables de changer, ce n'est pas ces gros changements. C'est le fait d'avoir réussi des petits changements, d'avoir un historique dans lequel je me rends compte qu'on en est capable et qu'ensuite on va mobiliser dans le cadre des transformations. Donc, ça va être bien plus en partant des petits changements, des petites transformations, qu'on va renforcer les acteurs bien plus que les grandes transitions. Et enfin, le dernier point, hein, c'est ce que nous disent les personnes qu'on accompagne, c'est ils nous disent, mais finalement, il y a plein de trucs qu'on avait identifiés, il y a plein de trucs qu'on a bien fait, mais n'ayant pas pris le temps, ne l'ayant pas eu de le capitaliser, de le partager, on n'en est pas conscient et on a tendance à revivre les mêmes difficultés. Donc, fort de ça, je vais maintenant vous présenter quelques éléments, mais d'abord, on va revenir sur un constat que l'on a fait dans de nombreuses situations, parce qu'on intervient aussi bien en formation qu'en accompagnement d'équipe, qu'en accompagnement sur des changements, qu'en accompagnement de ça ne se passe pas bien, donc il faut intervenir, mais aussi en accompagnement de pour que ça se passe bien, on va faire des choses avant et après. D'accord? Vous avez dans beaucoup de situations deux ingrédients qui sont présents dans les transformations, c'est les enjeux et objectifs. Voilà, la situation est la suivante, on doit arriver à ça, et puis bah, quand on voit l'écart, on met en place un projet pour y arriver. Hein, on se rend compte que, par exemple, notre temps de réaction par rapport à une demande client est trop grande par rapport à nos concurrents. Moralité, on va mettre en place un projet qui va consister à réduire ce temps de réaction. Et ça, on retrouve très souvent le pourquoi, le quoi et le comment. Ce qui manque plus dans beaucoup de transformations, ça va être les deux autres aspects complémentaires qui sont, une fois qu'on a identifié le projet, on va regarder par rapport aux personnes en quoi ça change quelque chose pour elles. Parce qu'après tout, on va conduire le changement quand il y a un écart. Et après tout, si le projet ne change rien pour les personnes, elles vont continuer comme avant. Donc déjà, premier point, la conduite du changement, on va regarder par rapport à ce qui est prévu, en quoi ça change pour les personnes, et par rapport à ça, quelles sont les actions à mettre en œuvre pour accompagner la transition des acteurs. Parce qu'après tout, quand je déploie la solution technique, ce n'est pas la fin du projet. C'est la fin d'une partie du projet qui consiste à déployer la solution technique. Ce qui fera la réussite du projet, c'est que c'est mis en place, ça fonctionne, on a le retour sur investissement, les acteurs trouvent que c'est bien, on l'a amélioré, etc. Or, c'est important, et je vous ai repris une étude d'Ernst Young qui illustre bien que ce sont les acteurs qui assurent la réussite. Alors, vous pourrez y aller, je vous ai mis un lien. En 2021, cette entreprise a mis en place des interviews, des questionnaires. Vous voyez, il y a un grand nombre de personnes. Il est ressorti que vous avez un aspect rationnel, on va dire un aspect technique, qui est en bleu, et vous avez un aspect humain qui est en vert. Les organisations qui mobilisent les quatre ont 2,6 fois plus de chances de réussite que celles qui ne font que le bleu. C'est impressionnant comme sujet. Il y a beaucoup de changements qui ne réussissent pas. On n'atteint pas l'objectif, on n'atteint pas. Mais l'un des éléments clés, ça va être les acteurs, car ce sont eux qui assurent la réussite. Et quand on parle d'acteurs, c'est tous les acteurs. Hein, ce n'est pas uniquement les collaborateurs.
c'est les dirigeants, les sponsors, c'est-à-dire ceux qui vont piloter, porter la transformation, les commanditaires, les équipes projets, les agents du changement, aussi bien les équipes du changement, les formateurs, les relais, les managers, les équipes, les collaborateurs, bref, tout, tout le monde. Et donc, par rapport à ça, je vais vous présenter différents éléments qu'on va bien sûr adopter. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu les effets des transformations sur les acteurs et je vais vous raconter une histoire. Il était une fois une équipe qui était dans une situation A. Alors, la situation n'était pas idéale. Hein, il y avait eu des changements précédemment, mais l'équipe s'était adaptée, elle avait trouvé des solutions de contournement, elle savait vers qui appeler, quoi faire pour que ça fonctionne. Et puis à un moment donné, on lui annonce, voilà, on va changer. D'accord? Alors là, j'ai pris un changement avec une annonce, mais ça peut être au fil de l'eau. Voilà. Et on va aller vers A', A, B ou quelque chose où on ne sait pas où on va. Et à ce moment-là, pour les acteurs, il y a un point très important, hein, c'est comment je me sens par rapport à ce qui va changer. Est-ce que je me sens mal barré ou est-ce que je me sens capable de tenir la barre? Et là, si on regarde le capitaine Haddock, lui, il est dans la tempête, et lui, bah, il se sent capable. Alors, est-ce qu'il l'est est-ce qu'il l'est capable parce que réellement il a l'expérience ou parce qu'il est inconscient? Mais en tout cas, lui, dans cette situation, il le vit bien. D'accord? À l'inverse, Tintin, lui, dans la même situation, bah, il n'est pas à l'aise. Alors, est-ce qu'il n'est pas à l'aise parce qu'il a mal de mer? Est-ce qu'il n'est pas à l'aise parce qu'il voit le récif que n'a pas vu le capitaine Haddock? Mais en tout cas, ce qui va être important, c'est par rapport à la même situation, il y aura ceux qui se sentent mal barrés, qui pensent que ça ne va pas marcher, et il y aura ceux qui pensent qu'ils vont être capables de s'en sortir. D'accord? Et ça va être important de tenir compte de ces éléments. Et vous avez en pédagogie un auteur qui s'appelle Albert Bandura, qui a formalisé il y a des années ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. D'accord? Albert Bandura dit si les gens ne croient pas qu'ils peuvent obtenir les résultats qu'ils désirent grâce à leur acte, ils ont bien peu de raisons d'agir ou de persévérer face aux difficultés. Si je pense que je ne suis pas bon en maths, bah, quand on me présente un exercice en maths, bah, je sais déjà que ça va mal se passer. Hein, et il y a eu des études, des tests qui ont été répliqués de nombreuses fois. Si je pense que je n'en suis pas capable ou si je pense que j'en suis capable, je n'aurai pas la même réaction. D'accord? Et quand on est dans un changement, dans une transformation, on va avoir deux choses. La capacité, la compétence, l'expérience, et puis ce sentiment d'efficacité personnelle. Et on peut avoir des gens très compétents, très capables, qui ont vécu plein d'expériences, mais qui ont développé un sentiment dont on n'en est pas capable. Et à l'inverse, vous avez des personnes qui ont moins d'expérience et qui auront ce sentiment. Alors bien sûr, dans l'idéal, on aurait les deux, mais ça va être important de travailler, oui, la capacité, la compétence et l'expérience, mais aussi, est-ce qu'on en est capable? Alors, dans les acteurs, il faut mettre aussi les RH, oui, absolument. Hein, dans l'équipe changement, implicitement, j'ai mis les RH, toutes les personnes qui vont être chargées d'accompagner, de mettre en place des actions. Absolument, vous avez raison, les RH, bien sûr. Alors, par rapport à ça, on a aussi le sentiment d'efficacité collective, parce qu'il peut être personnel ou il peut être collectif. Hein. Je vais me positionner par rapport à comment vit l'équipe. J'arrive dans une équipe, j'ai 5 collègues, il y a un changement qui arrive, bah, pour eux, ça ne leur plaît pas forcément, ils pensent que ça va être difficile, mais ils s'en sentent capables, bah, ça aura un effet. Hein. On en est capable, on en sera capable, on l'a déjà fait, d'autres l'ont déjà fait. La phrase de Mark Twain est intéressante. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, sachant que c'était quand même réaliste. Mais ce sentiment d'efficacité individuelle et collectif sont extrêmement importants parce que c'est aussi ce qui va faire que face à une situation de tension et de stress, bah, soit ça va m'amener à mobiliser des ressources, soit au contraire, ça va m'amener à ne pas les mobiliser. D'accord? Et donc, si je continue cette petite histoire, le changement se met en place et à ce moment-là, on va vivre ce qu'on appelle la vallée du désespoir. Alors, dans tous les changements, il y aura une vallée du désespoir qui peut durer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. C'est-à-dire, on m'a montré l'outil, on m'a appris l'outil, ça avait l'air bien, et puis maintenant l'outil arrive, et puis bah il y a des trucs que je n'avais pas vus, il y a des choses qui n'étaient pas prévues, et puis aussi, c'est rare que l'activité baisse. Moralité, je dois en même temps mettre quelque chose en place de nouveau et en même temps avoir la même cadence qu'avant. Et ça crée du stress. C'est normal, mais on le sait tous, le stress, il peut être positif comme négatif. La plupart du temps,
les équipes, au bout d'un certain temps, alors on verra qu'il y a des actions pour accélérer ça, ça va remonter, on va reprendre, on va se remettre debout, on va se remettre du choc et on va continuer ça comme avant, on va se mettre en place avec plus ou moins de difficultés. D'accord ? Et quelque part, on a des équipes qui sont robustes, c'est-à-dire elles tiennent le choc. Mais on va aussi travailler une autre notion qui est la résilience. Mais la résilience peut, je me remets du choc, mais je ne bouge pas, comme je me remets du choc et en plus j'améliore l'existant. Parce qu'on va voir, résilient, c'est revenir après un choc, mais je peux revenir au même niveau, je peux revenir en dessous ou je peux revenir au-dessus. D'accord ? Alors, si je continue, si on regarde la résilience, si vous regardez la définition initiale, c'est caractéristiques mécaniques définissant la résistance au choc d'un matériau. D'accord ? Ça, c'est la définition. Vous avez un auteur, Boris Cyrulnik, qui a beaucoup publié sur la résilience au niveau psychologique. Et c'est clair que les circonstances traumatiques, une guerre, la perte de ses parents, une tragédie, etc., aura des effets plus grands que de changer peut-être de version d'un logiciel. Mais ce qui va être important, ce n'est pas tant l'élément extérieur que l'élément intérieur. Et si on regarde, si on continue, on retrouve aussi, et je vous ai pris la définition du Larousse, on va voir que la résilience pour l'écologie, c'est se rétablir après une perturbation. Pour l'informatique, si on continue à fonctionner. Donc, si on regarde uniquement cette définition, quelque part, je reviens à l'état d'avant, mais ce n'est pas pour autant que je vais améliorer le jeu. Et le risque, c'est qu'au bout d'un moment, on prend des chocs, on prend des chocs, on prend des chocs, et il y a un risque que ça n'évolue pas. Et c'est pour ça que, si on différencie, euh, le robuste, il encaisse les chocs, il reste le même. Dans la fable de La Fontaine, c'est le chêne qui résiste au vent. Je résiste au vent, je résiste au vent, je résiste au vent, et à un moment donné, je cède. C'est l'organisation qui met des process, des process, des process, des process. Au début, ça lui permet de survivre, mais ensuite, les process peuvent, à l'inverse, tuer l'organisation. Alors que le résilient, c'est celui qui va s'adapter. D'accord ? C'est le roseau. Il y a du vent, il ploie. Mais le risque, c'est que le roseau, il s'adapte, il s'adapte, il s'adapte, et à force de s'adapter, pareil, au bout d'un moment, il va perdre par rapport au vent. Donc, on va retrouver un autre concept. Et le risque, c'est que quand ça va ou quand ça a été, il y a un risque non négligeable qu'il ne se passe rien. On enchaîne sur une autre activité. Et on l'a vu, on le voit tous, quand ça marche bien, on n'en parle pas. Voilà, c'est normal. Et on l'a vu durant la période Covid. Moi, je vois très nettement la différence entre les équipes qui ont débriefé quand ça marchait bien, ce qui a bien marché, et celles qui ont enchaîné les réussites sans s'en rendre compte. Mais il y a des fois, ça se corse. Ça se passe moins bien que prévu. On se prend des coups, ça bouge, ça ne se passe pas comme prévu. Et quand ça patine, à ce moment-là, on a deux options. Souvent, le mode pompier, on intervient pour éteindre le feu, ou alors rien. On attend que ça se passe, on croise les doigts, et puis, comme précédemment, on reprend une activité comme avant. Le risque à ce moment-là, c'est quoi? C'est comme on n'a pas géré comment ça se diffusait de façon individuelle ou collective, le fait d'inefficacité personnelle. On n'en est pas capable. Le prochain changement, la prochaine transformation va mal se passer. D'accord ? Ça crée aussi ce qu'on appelle la fragilité. C'est-à-dire, on a pris des chocs, mais au bout d'un moment, on pense que ça va mal se passer. Et quand on intervient auprès d'équipes, on regarde, et très souvent, on a des équipes qui ont ce sentiment-là, ou des équipes ou des personnes. Et quand on reprend l'historique, on se rend compte que c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a pas capitalisé sur les réussites. Et puis, quand il y a eu des problèmes, soit on n'en a rien fait, soit on est intervenu, et puis point. D'accord ? Donc, ce qui va être important, avant que je rentre dans les clés, parce qu'on va partager les clés, c'est qu'à force de faire ça, ça va développer un stress et une incertitude, ou plutôt la certitude qu'on n'y arrivera pas. Si on reprend ce qu'on a vu avant, si je suis certain qu'on ne va pas réussir individuellement ou collectivement ce changement qui arrive, qui a l'air important parce que les petits changements précédents, ils se sont mal passés, c'est normal qu'on n'ait pas envie d'y aller. Quand on parle de résistance au changement, très souvent, c'est aussi lié à ça. C'est aussi lié à l'historique qu'on a vécu. Alors, là, le risque étant ce qu'on appelle la descente aux enfers, c'est-à-dire que progressivement, chaque changement étant suivi par un changement qui est mal géré, au bout d'un moment, ça va mal se passer. Bon, ça, c'était le côté la loose. Maintenant,
on peut en sortir aussi par le haut, d'accord? Hein, vous allez avoir des fois où aussi bien au niveau du projet, mais moi je suis plus focalisé sur: «OK, ça n'a pas été facile, ça a été compliqué, mais on a fait des choses, on a réussi des choses, on en est capable. Tu as vu, on a pu le faire, en mettant ça en place, moralité, la prochaine fois on fera ça». On va développer un autre sentiment qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle ou ce qu'on appelle l'antifragilité. Alors, je vais juste vous préciser de quoi il s'agit, hein. Je renforce ma capacité à réussir le prochain changement, de façon individuelle ou collective. Alors, le concept de l'antifragilité, c'est un auteur qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb qui l'a formalisé dans un bouquin qui s'appelle Antifragile. C'est la propriété qu'on a à se renforcer un système en étant exposé à des stress, des chocs, mais de petite intensité. C'est quelque part le corps humain qui, face à des microbes pas trop violents, se renforce. C'est en faisant du sport de façon raisonnable, j'augmente mon endurance. Hein, ce n'est pas du jour au lendemain de faire le marathon alors qu'on n'est pas préparé. Or, tout système qui est robuste risque à terme, parce qu'il ne s'est pas adapté à l'environnement, à devenir fragile. Hein, et donc, si on regarde, le résilient, on l'a vu tout à l'heure, il résiste au choc, il reste le même, là où l'équipe ou la personne antifragile, elle s'améliore. Elle évolue, elle s'adapte et elle adapte l'environnement. Alors, on est d'accord, hein, c'est de la résilience plus plus, mais la résilience seulement, je tombe et je me relève, c'est pas suffisant. C'est je tombe, je me relève et en plus, j'améliore le jeu ou j'améliore la façon de faire qui fait que je tomberai moins, ça me fera moins mal, je me releverai plus, etc. D'accord? Et c'est ce qu'on va travailler, c'est les éléments que je vais vous présenter après sont bien en lien par rapport à ça. Et on aura, alors ça n'a rien à voir avec le contenu du projet. Peut-être que le projet qu'on devait mener, la solution n'était pas la bonne et cetera, mais on développe un sentiment que même quand la solution n'est pas adaptée, on en est capable. Moralité, le jour où on nous sollicitera pour recommencer ou aller plus loin, il y aura plus de gens qui auront envie de regarder ce que c'est, que de gens qui se diront: «On est mal barré». Hein, on a bien 2 choses. Le projet, c'est ce que l'on va changer et le changement et la transition, c'est comment on va réussir ces changements. Bien. Alors, par rapport à ça, on va avoir ensuite ces différents éléments. Vous voyez, on va avoir en haut le sentiment d'efficacité personnelle, en dessous la résilience, en dessous le sentiment d'inefficacité et en dessous la descente aux enfers. Alors, je vais vous proposer un petit sondage que je vais ouvrir et je vais vous demander individuellement de répondre. Alors, c'est en moyenne, toujours pareil, hein, c'est en moyenne. Quand on intervient pour un client, pour une équipe, on le fait au niveau individuel et collectif. Actuellement, le niveau moyen le plus répandu dans vos équipes, c'est plutôt quoi? 1, descente aux enfers, 2, fragilité, 3, robuste, c'est-à-dire on tient le choc, mais globalement, ça ne s'améliore pas trop. 4, résilience, on tient le choc, ça s'améliore un peu. Ou 5, antifragilité, on a mis en place des actions qui font qu'on améliore le jeu. Et je vous propose hein, de répondre dans le chat au sondage. Hein, vous allez dans l'onglet sondage et je vous propose donc de mettre actuellement dans votre environnement qu'est-ce qui est le plus présent. Alors c'est une moyenne, hein, on est d'accord. Voilà, je vous propose. En attendant, hein, je vais commencer à regarder. Alors attendez, parce que je ne sais plus si jamais, si je. Ah oui, alors si j'arrête, peut-être que. Bon, je laisse encore 10 secondes parce que j'ai peur que si je quitte le sondage, ça arrête tout. Donc voilà, on va regarder. Alors 5, 4, 3, 2, 1. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Donc, on a descente aux enfers. Alors, je vais, voilà. Ah oui, je peux regarder. OK, excellent. Vous voyez, j'apprends. D'accord. Donc, on a fragilité à 25%, robuste à 54%, résilience à 15%. Donc, j'attends encore un petit peu. OK, excellent. Excellent, parce que j'avais peur. Vous voyez, comme c'est mon deuxième webinaire, je ne souhaitais pas. Voilà. Donc, si vous avez des questions, hein, on va y revenir. Je vais les regarder, etc. Encore quelques secondes et je vais fermer les votes, sachant qu'ils sont parfaitement anonymes hein, et on est sur des moyennes. On peut avoir une équipe qui a 2, une équipe qui a 3, une équipe qui a 4, une équipe qui a 5 et dans la même équipe, des personnes qui par leur historique ou par des actions passées, sont à 4, sont à 3, sont à 2 et la perception individuelle aussi est importante. Il y a des gens qui regardent plus facilement leur réussite et des gens qui regardent plus facilement leurs échecs. Alors, ce que je vous propose là, c'est d'arrêter les votes et on voit effectivement que fragilité, un tiers, robuste, 40% et résilience antifragilité, 17%. Donc,
Je vais vous partager après les grands retours, mais je vois déjà, Nicolas, est-ce qu'il y a des questions en particulier, des choses sur lesquelles c'est important que je revienne, ou pour l'instant c'est bon? Dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui, je partagerai cette présentation à la fin du webinaire, c'est ce que je fais systématiquement. Hein, voilà, vous avez raison, oui, mais merci, c'est pas dans le chat, c'est dans le sondage, hein, vous voyez, c'est la différence entre on a été formé à l'outil, puis quand on est en train d'animer, on se dit mais c'est où? Ça s'appelle une légère vallée du désespoir, mais je le vis très bien. D'accord? Excellent. Oui, oui. Alors, je vous propose de continuer et commencer à rentrer dans les actions qu'on peut mettre en œuvre. D'accord? Alors, ça, c'était une page que j'avais. Voilà. Et donc, hein, le point important, c'est que plus on va travailler sur robustesse, résilience et sentiment d'efficacité personnelle, plus on va développer la confiance et la compétence dans le fait qu'on en est capable. Et quand arrive un stress en début du changement, bien évidemment, il y aura du stress quelque part, il y a un événement, il y a quelque chose qui bouge, mais le fait d'avoir ce sentiment d'efficacité personnelle et collectif va faire que l'histoire après sera très différente. On aura des acteurs qui poseront des questions, qui s'impliqueront, etc. Vous voyez, hein, ça ne change pas le fait qu'on doit changer, ça va changer le comment est-ce que les personnes s'y prennent. Hein. Sarah Bernard, un jour, une comédienne disait à Sarah Bernard, maître, maître, c'est formidable, quand je monte sur scène, je n'ai pas le trac. Et elle lui a répondu, rassurez-vous mon petit, ça viendra avec le talent. Les grands acteurs, les grands comédiens, quand ils montent sur scène, quand ils démarrent une scène, ou les musiciens, ils ont le strac. Il y a du stress, mais comme ils sont préparés, ils sont entraînés, bah, le stress, ils le dépassent et ils réussissent. Alors ça, c'était la question. Maintenant, vous êtes tous venus pour la deuxième partie, mais c'est important de vous préciser ça parce que je ne voulais pas rentrer trop vite dans les solutions. Et si on regarde le sentiment d'efficacité personnelle, Albert Bandura a identifié les leviers importants qu'on a ensuite, nous, traduits en actions à mettre en œuvre. Vous voyez, de façon à ce qui est bien, sachant que le but, ce n'est pas d'être exhaustif, mais c'est de vous partager des choses qui vous seront utiles. Alors, il y a 4 éléments qui influencent le plus le sentiment d'efficacité personnelle. Hein, et vous allez voir, c'est des choses qui paraissent évidentes, mais on verra après comment ça fonctionne et comment les mobiliser dans les transformations, dans les évolutions, dans les changements. Le premier qui est le plus important, c'est les expériences vécues de succès et d'échecs. Hein, c'est mon historique à moi. Hein. Mais je peux très bien avoir vécu un échec, mais l'échec était par rapport à une ambition, je savais qu'elle n'était pas réaliste, moralité, bah, ça m'a renforcé dans le fait que bah, je n'étais pas forcément capable de faire l'idéal, mais c'était bien ce que j'ai fait. Pareil, si les succès sont des succès trop faciles, ça ne, ça n'aide pas à progresser. Mais on le verra après, et on l'a vu déjà avant, ce n'est pas parce qu'on vit des expériences qu'on en tire forcément des enseignements. Ça, c'est le premier point. Moi, ce que j'ai vécu comme expérience. Le deuxième point très important, c'est l'expérience indirecte. Hein, et ça, c'est l'équipe. C'est je regarde des personnes autour de moi qui ont les mêmes caractéristiques que moi. Les mêmes que moi. Hein, avoir lors d'une conférence le commandant de la patrouille de France qui nous explique ce qu'il a fait dans telle situation, c'est bien comme information, sauf que ce n'est pas parce que lui a réussi en tant que commandant de la patrouille de France que moi je vais réussir sur le terrain. Ce qui va être important, c'est de pouvoir se dire, il y a d'autres personnes que moi qui sont comme moi et qui ont réussi. Et on le voit bien dans les formations, quand il y a un participant qui dit à quelqu'un qui doute, ben moi je l'ai fait, ça a marché, tu devrais faire comme ça a absolument un effet énorme. Hein, donc, c'est bien des personnes comme moi. Ce n'est pas des gens très différents de moi. Le troisième point, c'est tout ce qui est l'influence sociale, les suggestions, les feedbacks, l'encouragement, le fait que bah, je sais que si à un moment donné, je teste quelque chose et que ça ne se passe pas comme prévu, bah, on va m'accompagner, on va m'aider, on va me dire ce qui va bien. D'accord. Hein, voilà. Vous voyez, c'est important. Or, en France, on est dans une culture où le feedback, c'est je te dis ce qui ne va pas, mais je ne te dis pas forcément quand ça va et ce qui va. Et puis quand ça ne va pas, je te dis juste que ça ne va pas. Hein, ce qui peut venir de certains parcours scolaires qu'on a pu avoir. On est dans l'implicite. Et ça va être important, effectivement, de se dire, mon collègue, mon manager, quelqu'un va m'accompagner, on va travailler sur le fait qu'on n'a pas tout fait, mais c'était bien et ça avance. D'accord. Et ça, on va le voir après. Et enfin, le dernier point, hein, c'est l'état physiologique et émotionnel. Comment je perçois ce qui arrive. Dans quel état je me sens. Et on peut avoir des gens qui ont les trois à gauche positifs,
Sauf que ça fait le 28e changement qu'on a, il y a 12 projets en même temps, plein de trucs qui ont été lancés et rien qui a été fermé. Donc, on peut avoir des personnes dont le sentiment d'efficacité personnelle va baisser. On a rencontré récemment un prospect, on ne va pas travailler avec eux, mais ils ont lancé 22 sujets stratégiques en même temps, sans avoir accompagné les équipes sur ce que c'est qu'un piloter un projet, sur ce que travailler ensemble. Tout le monde s'épuise et en plus, l'activité, elle n'a pas réduite. Ils ont rajouté ça en plus du travail. C'est l'assurance que ça va exploser. C'est l'assurance que ça va exploser. Donc, voilà. Donc, ça va être important de travailler sur ces 4 dimensions. Ces 4 dimensions qui sont très importantes. Alors maintenant, si on les reprend de façon opérationnelle, ça va donner les 5 clés pour renforcer la résilience. Et on peut très bien s'en servir, moi, en tant que personne. C'est-à-dire que ces 5 clés, je m'en sers. Je m'en sers. Moi, avec une autre personne, moi, avec une équipe constituée de gens travaillent ensemble. On se sert de ces outils quand on accompagne des équipes qui sont dans des changements, qui vont aller dans des changements ou qui ont vécu des changements, ou ça peut être au niveau de l'organisation, sauf qu'on va dimensionner les actions. Et pourquoi j'ai mis 5 clés et il y en a une 6e, c'est que la clé 0, et c'est une clé fondamentale, si on doit sortir de l'urgence urgente. Un changement qui arrive, par définition, les acteurs vont passer du temps, vont aller moins vite, etc. Si on continue à la mettre de cadence et si on continue à être dans la réactivité, dans l'urgence et autres, c'est sûr que ça ne va pas bien se passer. On doit investir du temps pour exploiter le passé. Regardez les changements qu'on a réussi, ceux qu'on a moins bien réussi dans le passé, et pourquoi est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui pour que ça marche. Aussi, passer du temps pour se dire, OK, ce qu'on a fait, c'est bien, comment on peut l'améliorer. Et puis, en formation, on le sait bien, il ne suffit pas de faire quelque chose une fois pour que ça fonctionne. Au début, c'est compliqué, et puis changer d'habitude, c'est passer de quelque chose que je faisais sans y penser à quelque chose qui temporairement me demande d'y penser avant de ne plus y penser. Et donc, ralentir, c'est important. Ralentir dans le projet, ralentir dans les changements. Or, beaucoup d'organisations actuellement ne le font pas ou ne le mettent pas en place et s'étonnent après des résultats. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez aller voir le webinaire précédent qui était sur comment aider les collaborateurs à prioriser dans un monde qui bouge. Maintenant, le premier levier qu'on va avoir, c'est capitaliser. Alors ça, c'est un point très important. On n'apprend pas en faisant, on apprend en tirant enseignement de ce qu'on a fait. Je vis une expérience, si elle est réussie, ça a marché. Ah bah oui. Si elle n'a pas réussi, si ça n'a pas marché, on n'a pas de chance, il ne se passera rien. Non, on va débriefer. Qu'est-ce qui a bien marché? Et pourquoi ça a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché et pourquoi et qu'est-ce qu'on devrait faire? Moralité, en quoi ça confirme ce qu'on faisait déjà, enseignement, ou en quoi ça nous amène des nouveaux éléments? Et puis, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ou tenter de faire pour améliorer le jeu? C'est ce qu'on vit en pédagogie, c'est ce qu'on vit en changement. Ce qui s'est passé, ce qui a été fait et qui a été efficace, les difficultés rencontrées, mais maintenant les difficultés et donc les solutions, qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement, puis les enseignements utiles et quoi faire maintenant et plus tard. Et c'est ça, capitaliser, qu'on retrouve en pédagogie, ce qu'on appelle la FEST, action de formation en situation de travail. Mais il ne suffit pas de travailler pour apprendre. On va avoir des moments dans lesquels on débriefe, on analyse et on capitalise. Alors, maintenant, ce que je vous propose, justement, vous êtes là. Donc, ce que j'aimerais, c'est avant d'aller plus loin, vous qui avez de l'expérience, quels sont les enseignements utiles? Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, pour renforcer la résilience des collaborateurs? Parce qu'après tout, ça va me permettre d'avoir des éléments. Alors, votre matrice semblable, oui, est plus pertinente. Oui, je l'ai modifiée en ayant animé, on anime depuis 20 ans beaucoup de formations sur le sujet et on l'a modifiée pour qu'elle soit plus opérationnelle. Alors, voilà, vos enseignements. Allez-y. Pareil, je ferai une synthèse que je vous partagerai après, plus tard. Donc, vos enseignements à faire pour renforcer la résilience des collaborateurs. Après tout, vous êtes là, autant en profiter. Alors, écoute active, absolument. Prendre le temps d'écoute et écouter les personnes, excellent, tout à fait. Autre point. Voilà. Alors, c'est toujours un petit peu long au démarrage, mais ensuite, ça arrive très vite. Donner du sens à ce qui a été fait, ce qu'on va faire absolument. Alors, ICAP, vous pouvez préciser ICAP? Moi, je sais ce que c'est, mais ICAP, des bilans fréquents et rapides, du feedback, la responsabilisation, empowerment, oui, absolument. Chaque personne a des capacités, oui, le droit à l'erreur, oui, il y a beaucoup de choses. Écouter les personnes concernées, absolument. Keep, improve, stop, start, excellent. Motiver, expliquer
écouter, encourager, voir les talents de tous. Oui, absolument. Absolument. Et on peut avoir des personnes, quand on leur demande c'est quoi tes compétences, ben moi je sais rien faire. Enfin, c'est impressionnant. On l'a tous vécu. Des gens compétents, mais qui n'ont pas ce sentiment. Co-construire, fixer l'objectif à chaque étape, du feedback, top, excellent. Allez, encore, encore. Après, vous allez voir, il y a plein de choses que vous avez mis, que j'ai formalisées. D'accord. Allez, encore un petit peu. Vous voyez, moi, je suis excellent. Savoir reconnaître les talents de tous, oui. Positiver, oui, positiver, regarder ce qu'on a fait et pas uniquement ce qui manque, prendre l'avis de toutes les équipes, hein, ce qu'on appelle co-construire, révéler le talent de chacun. Oui, oui, et c'est impressionnant hein, le nombre de fois où on a des personnes qui ne sont pas conscientes de leur réussite. D'accord. Alors, sujet qui se gagne et se travaille à chaque instant, oui, absolument, les références, apporter un appui pertinent, former, impliquer les collaborateurs, oui, voilà. Hein, information, compréhension, adhésion et partage, merci. Sondage. Objectif SMART, hein, simple, mesurable ou spécifique, mesurable. Construire sur les petites victoires. Communiquer avec les collaborateurs, partager les réussites, c'est formidable. Alors, donc, c'est une bonne nouvelle parce que il y a pas de chose que j'ai mis, je l'ai mis. Alors voilà, je vais continuer parce que l'idée, c'est de les formaliser. Hein, quand on fait cet exercice, nos participants souvent nous donnent plein d'éléments. Après, notre rôle, c'est de les formaliser, comment on fait, comment on s'y prend. Alors, donc, premier élément, c'est effectivement ça. Deuxième élément, vous l'avez tout à fait dit, construire la transition, c'est-à-dire cadrer. Alors, cadrer, que ce soit j'ai accès à l'équipe projet ou je vais travailler avec les personnes sur par rapport à ce qu'on sait du projet, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce que ça va nous amener, quelle est la situation actuelle et dans 2 mois, quand c'est mis en place, ça donne quoi? Et on va regarder ce qui change et ce qui ne change pas. Et quand on identifie ce qui ne change pas, bah, c'est un facteur de stabilité. Puis on va se dire, dans ce qui change, quels sont les écarts? Est-ce qu'ils sont grands pour nous ou pas? Et puis, bah, deuxième étape, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qui est prévu? Il y a souvent des choses prévues, mais il y a souvent plein de choses non prévues ou des choses pas adaptées. Et on va travailler sur comment on peut adapter ce qui est prévu par rapport à nous, de façon à y arriver. Et en démarrant dans l'action, en commençant les premières choses, bah, on se met en mouvement et on se rend compte qu'on est capable de modifier des éléments. Et on va construire tout au long de la transformation, parce qu'il y aura toujours des éléments, etc. Excellent. Troisième point qu'on va avoir, et vous l'avez dit, hein, c'est important de ne pas fixer des horizons à 5 ans. Hein, pour renforcer le sentiment d'efficacité personnelle, on va chercher des gains rapides. Et puis on va aussi se focaliser sur les réussites. On va reconnaître les premières victoires et on va prendre le temps de les reconnaître. Alors oui, je sais, on me dit que mais c'est une perte de temps. Oui, enfin, un changement qui ne se passe pas bien, c'est même plus une perte de temps, c'est une explosion du temps prévu. Hein. Et puis, bah, deuxième point, pareil, on revient sur avant, on va faire évoluer. Tiens, en avançant, on s'est rendu compte que bah, ça, c'était pas prévu. Moralité, on va l'adapter. Moralité, l'équipe se rend compte de façon réelle qu'elle est capable, que c'est possible, qu'on peut adapter des choses de façon à ce que ça marche bien. Hein, parce que c'est le fait d'être acteur, l'agentivité qui va permettre de se dire qu'on en est capable. C'est pas simplement de le dire. Et il y a toujours, quelles que soient les marges de manœuvre, des choses qu'on peut adapter au niveau des personnes. Quatrième point, alors ça c'est un point très important, hein, c'est retour d'expérience et rétrospective. Alors souvent le retour d'expérience se fait à la fin du projet, hein, mais on peut en faire de façon intermédiaire. La rétrospective, c'est la quatrième mi-temps dans un sport. Première mi-temps, je joue. Deuxième mi-temps, je joue. Troisième mi-temps, je fête la victoire ou la défaite. Et quatrième mi-temps, on analyse le match et on va tirer des enseignements. D'accord ? Et c'est intéressant de le faire et sur le projet qui est prévu, la transformation, mais aussi sur la façon dont on s'y prend pour réussir les changements du projet. Hein. Et on va retrouver des éléments, voilà, on va commencer par qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qu'on peut partager, les bonnes astuces. Tiens, bah, il y en a deux qui ont fait ça, ça peut être une bonne idée. Puis on va se dire, OK, mais dans ce qu'on a vu et qui est apparu comme étant des points à élucider, et on va dissocier les actions rapides où on pourra tout de suite agir, des choses qui vont demander un peu plus de temps. Et puis ensuite, on va se dire, bah, qu'est-ce qu'on teste d'ici à la prochaine fois? Moralité, la fois d'après, très vite, on se prend quelques minutes, puis on regarde ce qu'on a fait, puis on se rend compte que ça s'est amélioré, bah, que c'est mieux. Moralité, on en est capable. D'accord? Et ça, c'est des choses où, par manque de temps, on a tendance à ne pas le faire. Hein, je le vois très bien dans l'accompagnement des managers ou des équipes en mode hybride. Il y a celles qui ont fait ça, et puis il y a les autres qui souffrent. D'accord, hein, les réunions, par exemple, ça peut être l'occasion de les améliorer. Dans cette organisation, c'est
pareil qu'avant, dans d'autres, c'est pire qu'avant. Parce que souvent, il n'y a pas eu ça. Hein, parce qu'on est pris par l'activité, parce qu'on est pris par l'action. Et enfin, le dernier point, bah, ça va être de travailler sur renforcer. Alors, ça peut être avant, pendant ou après le changement, renforcer. Alors, ça peut être donner une culture ou sur ce qui ferait réussir un projet, parce que très souvent, tout ce qui est projet est entre les mains de personnes qui sont expérimentées et compétentes sur le projet. Mais quand on associe un grand nombre de personnes, leur donner les fondamentaux pour bien réussir un projet dans l'équipe, c'est jamais du superflu. Il y a aussi tout ce qui va permettre de réussir les changements créés par le projet. Alors, il y aura les commanditaires, les chefs de projet ou les porteurs de projet, les ressources humaines. Ensuite, il y a au niveau de l'équipe, quoi mettre en œuvre pour réussir dans une équipe. Et puis, il y a chaque personne, ce qui va être important pour réussir. Vous voyez, donc on va dimensionner par rapport aux besoins. Alors, c'est mieux de le faire avant un changement important, mais on le fait aussi pendant, après. Enfin, il n'y a pas de bon moment. Hein. C'est le moment. Et si on regarde les grands sujets, on va avoir classiquement, hein, c'est sur lequel on intervient le plus en ce moment, hein, on va avoir réussir collectivement un projet, hein, qui n'est pas être formé aux méthodes projet. On est bien le projet du quotidien, le projet dans lequel on est impliqué, tout ce qui est autour de conduire, accompagner, vivre un changement, ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, on va dire, c'est le contexte. Parce que si déjà dans le contexte hybride et puis dans la relation au temps et aux priorités, on n'est pas à l'aise, ça va mal se passer. Vous avez après apprendre à apprendre et à transmettre. Hein, ce n'est pas parce qu'on sait qu'on va transmettre. Et puis, le fait d'être amené à travailler avec d'autres personnes amène à ce qu'il y a besoin de renforcer les équipes sur la capacité d'interagir avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes façons de travailler et d'en sortir par le haut. Donc, voilà, si j'arrive au bout, si on regarde les 5 grandes clés qui sont au nombre de 6, hein, on va pouvoir les mobiliser à différents moments. Par exemple, capitaliser, on va le faire durant un changement, mais on va le faire aussi au démarrage d'un changement, sur les changements précédents. Hein, on le fait à chaque fois, et c'est toujours intéressant d'avoir des personnes qui se rendent compte que finalement, ils ont réussi bien plus de changements que ce qu'ils n'imaginaient, et qu'il y avait plein de bonnes pratiques qui étaient non formalisées et qu'ils vont pouvoir utiliser. Voilà, donc j'arrive au bout de ma présentation concernant ces 5 leviers. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous aimeriez que je revienne, que j'approfondisse, des questions particulières? Sachant que si vous avez des questions concernant comment le mettre en œuvre chez vous, vous cliquez en haut sur nous contacter chez Ecos Concept ou me contacter sur LinkedIn et je le ferai avec plaisir. Voilà, donc maintenant je vous propose. Nicolas, je regarde, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles. Donc il y avait cette première partie. Donc dites-moi. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez des éclaircissements ou. Volontairement, j'ai prévu 1 heure pour qu'on ait le temps s'il y avait besoin d'échanger. Alors, hop, je descends un petit peu. Pour l'instant, non. Voilà, dites-moi sur la mise en place de ça. Merci, très intéressant. Alors, dans le cadre d'une prise de poste, de prise de poste management de transition, comment aborder les changements? Alors, hein, quand on intervient, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on intervient sur ces sujets et pendant longtemps, nos clients nous contactaient quand il y avait le feu. Hein, c'est-à-dire qu'on intervenait souvent quand ça allait un peu moins bien. On nous appelait parce que ça n'allait pas. Heureusement, maintenant, c'est en train d'évoluer. On nous appelle aussi avant pour que ça aille mieux, etc. Il y a un élément très important, c'est le cadrage. C'est-à-dire de regarder quelle est la situation, comment se sentent les personnes, et puis de ne pas s'arrêter au déclaratif. Hein. Combien de fois j'ai eu non, non, mais cette équipe-là, ça va, ils sont prêts, etc. Puis quand on les rencontre, oui, ils sont prêts sur le principe, mais vu l'historique de l'organisation, hein, et puis en faisant quelques ateliers, finalement, en reclarifiant le projet, en interagissant avec l'équipe projet, en faisant des propositions, ils se rendent compte que c'est beaucoup plus réaliste. Alors, il y avait une autre question sur donc, comment aborder des changements. Quand on intervient sur une situation, il faut en même temps intervenir rapidement, mais il faut prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Il faut y aller par la stratégie des petits pas. Hein, arriver en disant ça ne marche pas, je vais tout changer, vous allez voir, c'est le meilleur moyen de se faire éjecter. Alors ensuite,
Sujet très clair, une temporalité pour mettre en œuvre. Alors, une temporalité, on va dire, on va scaler par rapport à la temporalité. Je vous donne un exemple. On a intervenu pour une organisation dans laquelle l'équipe historique, vraiment, c'était l'équipe historique, c'était reconnu comme le top du top. Ils changeaient d'outils, ils changeaient de façon de travailler, ils se réorganisaient, etc. Et les managers, l'équipe projet et les équipes ont fait remonter le fait qu'il y avait besoin d'être accompagnés. On est intervenu une journée avant avec l'ensemble des gens qui pilotaient le projet, le changement dans les équipes. On a travaillé avec eux sur les éléments. Ils ont rebossé après, et puis on est intervenu à différents moments, ce qui leur a permis à leur dire de dire bah, d'habitude, on se prend le mur et on se relève. Et là, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc, on va se caler par rapport à la temporalité. Alors, l'étape la plus importante est le cadrage. Oui, le RACI. Alors, RACI qui est responsable. Alors après, il y a la version en anglais, la version en américain, mais enfin en français, il y a qui fait la tâche, qui est responsable qu'elle soit faite, qui est consulté, qui est informé. Et l'importance de savoir qui est le sponsor. Une transformation qui est lancée où il n'y a pas un sponsor, quelqu'un qui va pousser le sujet, souvent, ça meurt au bout d'un moment parce qu'on l'a lancé, mais il ne se passe plus rien. Alors, je redescends sur les questions. Comment construire lorsque la difficulté… Oui, mais merci Betty. Comment construire lorsque la structure est en difficulté financière et que le responsable et l'encadrant technique ne s'écoutent pas? Vous avez dans le changement une réaction qu'on appelle le déni ou la résistance. C'est penser que tout va bien, madame, tout va très bien, madame la marquise. Alors, quand vous dites qu'il ne s'écoute pas, est-ce qu'il ne s'écoute pas parce que chacun est sur sa position en espérant que l'autre va changer, ou est-ce qu'ils ne s'écoutent pas parce que ils sont tous les deux sur des historiques qui font que quoi que dise l'autre, il ne va rien se passer. Voilà, on va regarder quel est l'historique. Et effectivement, on peut avoir entre deux équipes des difficultés parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, il n'y a pas eu de reconnaissance, il n'y a pas eu de capitalisation. Moralité, à force d'avoir fait des efforts, les acteurs arrêtent. Alors, dans une situation idéale, en travaillant en anticipation, des conseils pour associer et co-construire le changement avec tous. Alors, oui, 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 des changements, absolument. Alors, trois possibilités différentes qui sont le directif, le participatif et le collaboratif. Attention à ne pas tout faire en mode collaboratif, ni à tout faire en mode directif. Directif, c'est je décide et vous faites. Collaboratif, c'est j'attends vos avis, on va construire la solution. Participatif, c'est voilà le premier jet, on va l'améliorer. Si tout est du collaboratif, il y a un risque d'arriver à la liste au Père Noël, que chacun, ce qu'on appelle l'ultra-solution, c'est-à-dire qu'il faut tout changer avant de changer. L'idée, ça va être quoi? Ça va être de doser entre le directif, voilà les échéances, voilà les étapes, voilà à quoi on doit arriver, de faire travailler peut-être 2-3 personnes sur un premier jet, et ensuite de faire du collaboratif sur les éléments où ça a du sens. On est intervenu pour une organisation où ils avaient commencé par le collaboratif sans donner de cadre. Tout le monde avait fait des demandes complètement irréalistes, tout le monde était frustré. En reprécisant ce qui était possible, en travaillant dedans, on est arrivé sur des choses réalistes qui ont été très efficaces. Donc, co-construire, oui, mais il y a vraiment une stratégie. Alors, éventuellement, j'y reviendrai sur un autre webinaire, mais j'ai dû faire des choix. Vous n'avez pas évoqué les outils pour accompagner le plan de change? Oui. Oui, oui, là, je me focalise vraiment sur renforcer la résilience des collaborateurs par rapport à des changements ou des transformations. Absolument, oui, oui. Alors, on le fait sur des formations de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais là, ce n'était pas possible. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi s'il y a d'autres questions. On est d'accord, là je vous présente les 5 clés pour renforcer la résilience et l'antifragilité des collaborateurs, des personnes dans le changement. Bien évidemment, après, il y a les outils, il y a les outils de cadrage, les outils de communication, la formation, etc. Il nous reste encore 7 minutes. S'il y a des questions ou des points, j'y réponds. Sinon, on s'arrêtera là, parce que le but, ce n'est pas d'aller au bout du temps. Comment faire quand il y a un historique fort? Ah Vous avez des super questions. Déjà, faire un travail d'archéologie, de se rendre compte des grandes étapes qui ont été vécues. Et puis, on doit démarrer par faire sortir tout ça. De toute façon, ça sortira. Mais
le but, c'est pas de revenir sur l'historique fort. Alors fort, il peut être positif aussi, hein, un historique fort, mais là, dans la question, c'est plutôt un historique négatif. C'est-à-dire que des personnes qui, pendant des années, se sont habituées au fait qu'on n'y arrive pas, vont pas du jour au lendemain, parce que vous le dites, le faire. D'accord? Ça s'appelle préserver la cohérence de ses propos. Si les 8 précédents changements, on m'a dit monts et merveilles, et puis pchit, bah, le 9e changement, vous allez me dire, ouais, c'est formidable, vous allez voir, moi, je vais attendre des preuves. D'accord, hein? J'avais lu un bouquin qui disait, est-ce que les jeunes ou les anciens, alors anciens, c'était plus de 45 ans, ou les seniors, qui des deux est le plus réticent au changement? Et j'avais trouvé le bouquin très intéressant, parce que la personne disait, les anciens, les seniors ne sont pas plus réticents au changement que les autres, c'est juste qu'ils ont été habitués à avoir des annonces de changement et pas d'effets de changement. Hein, donc effectivement, quel est l'historique? Et se dire quels sont les gains rapides qui vont permettre de remettre très doucement en dynamique. Parce que si on essaie trop vite de dire on fait table rase du passé, puis on va vers le futur, ça ne marchera pas. C'est bon? Alors, je regarde, c'était très clair. Tu as le responsable de service. Hein, tac, tac, vraiment très intéressant avec son présentation. Ah oui. Mais effectivement, dans la phase construire, hein, c'est important ni de laisser complètement ouvert, ni de tout fermer. Et puis, si on demande à l'équipe, et si c'est décidé, ce n'est pas la peine de demander à l'équipe ce qu'elle en pense. Il vaut mieux travailler sur maintenant que c'est décidé, analysons ce qui est prévu, voyons ce qui est prévu, voyons comment on peut l'adapter pour nous réussir le changement. Et peut-être la prochaine fois, qu'est-ce qu'on peut faire pour, en avance de phase, faire en sorte que le projet soit plus adapté. Mais très souvent, il y a d'un côté l'équipe projet qui est missionnée sur le projet, et après tout, c'est son job. Et il y en a qui travaillent aussi sur le changement, mais ce n'est pas les plus nombreuses en tant qu'équipe. Quand les deux travaillent ensemble, hein, le projet et le changement, bah, ça augmente considérablement le fait qu'on arrive et qu'on y arrive ensemble. Voilà, il est 14h56. S'il y a des questions, j'y réponds. Sinon, bah, je vous remercie de votre participation. Donc, voilà. Le prochain webinaire qui aura lieu début septembre, le 4 septembre à 14h, concernera le management hybride 3 ans après. Alors, je l'ai appelé management hybride, je vais réfléchir au sujet, mais il y a des retours d'expérience à faire sur la nouvelle situation hybride. Hein. Attention, on a maintenant beaucoup de clients qui nous disent « Oui, ça fait 3 ans qu'on est dans l'hybride, donc c'est bon ». Je rappelle qu'avant, ça faisait 200 ans qu'on était en proximité. Ce n'était pas pour autant que tous les managers étaient tous extrêmement à l'aise. D'accord ? Par contre, il y a des choses maintenant sur lesquelles on peut s'appuyer et capitaliser de façon à ce que ça s'améliore. Voilà. Donc, je vous remercie de votre participation. Je vous remercie de votre présence. Je vais regarder les éléments que vous avez communiqués. Je vais en faire une synthèse et je la partagerai très rapidement sur LinkedIn. Donc, si vous souhaitez suivre ce que j'écris, écoutez, connectez-vous sur LinkedIn et on en reparle. Voilà, merci à vous. Voilà, le conseil. Alors, antifragilité, hein, je l'ai repris très rapidement. Hein. Le bouquin est très intéressant. La résilience plus, c'est la résilience avec l'antifragilité. Mais la résilience uniquement, je tombe et je me relève. Le risque, c'est au bout d'un moment, on se relève, puis au bout d'un moment, on ne se relève plus. Voilà. Merci à vous, merci encore, merci de votre présence. Si vous avez des personnes que ça peut intéresser de regarder, vous leur partagez le lien. Il est exactement 14h58. Merci à vous, bon après-midi. J'arrête l'enregistrement. Youpi. Pouf.